C'est bon. Bien, bonsoir à tous. Merci de votre présence. Merci, monsieur le maire, de nous accueillir dans ce bel espace, tout neuf. Tu veux peut-être en dire un mot? On peut. Le micro. Vers le haut, oui, c'est bien. Vraiment, une seconde. D'abord, je suis très content de vous accueillir tous à Marcq-en-Barœul. Et puis, je remercie le président d'avoir accepté de venir dans notre ville. Et tout simplement, c'est un espace qu'on a recréé sur la base d'une ancienne salle qui était vraiment complètement obsolète. Bon. Donc, c'est une salle polyvalente, c'est 3 salles de cinéma. Comme ça, c'est une petite minute de publicité. C'est 3 salles de cinéma, une salle de répétition pour les orchestres et bientôt un petit restaurant sur le devant qu'on est en train d'attribuer. Voilà, le cinéma, c'est déjà 26 000 spectateurs. N'hésitez pas à inviter vos populations à y aller parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est 5 € la place. Un carnet de 10 tickets, c'est 5 € la place. Donc c'est quand même très peu cher et dans un super confort. Voilà. Donc merci d'être venu ici. Et puis je trouve que c'est passionnant d'aller voir un petit peu tout ce qui se passe dans nos villes. Merci. Absolument, c'est une belle opportunité à chaque fois de découvrir des salles nouvelles et on en est très heureux. Nous allons donc désigner, s'il veut bien accepter, le secrétaire de séance, en la personne de monsieur Olivier. Oui. Vous disposez d'un micro? Formidable. Alors, on vous écoute. Alors, pour Marquette-les-Lilles, Dominique Legrand. Et donner son pouvoir au président. Michel Béadès. Présent. Jérôme Mathieu. Carole Depric. Karine Lelièvre, Denis, Nicolas Bouche, Xavier Deric, Martine Cacheux, Guillaume Lequieffre, Céline Doutrio, Yassir Moukri, Christine Nisol, Bertin Lambré, Maha Kalash, Quentin Vasseur, Claire Pillat, Pierre Reynard, Pira, pour Vambrochy, Sébastien Brognard, Christelle Galland, Cédric Lecourt, Laurent Witterbeck, Véronique Orman, Georges Padavecchia, pour Verlinghem, Benoît Bourrel, pour Saint-André, Elisabeth Masse, Pascal Laoust, Jean-Pierre Eurin, Nicolas Lenindre, Didier Parcy, Claude Vassilkovski, Cyprien Richer, pour Péranchy, Valérie Vaux, Laurence Deloison, Samuel Lins, Annie Carlier, Philippe Van Benden, Hélène Monclé, pour Quesnoy-sur-Dole, Rosemarie Alinck, Serge Madone, pour Delay Piénard, Patrick Delbar, Bernard Jean-Baptiste, pour Marcq-en-Barœul, Bernard Gérard, Pascal L'Herbier, Nicolas Papiavelli, Loïc Catelin, pour Comines, Michel Sens, Jean Baccar, et pour Warneton, Yvon Pétronin. Voilà. Ouais. Merci bien. Pas de quorum, donc problème. Approbation du procès verbal du comité syndical du 30 juin 2021.
Y a-t-il de remarques? Pas. Qui vote contre? Merci beaucoup. Les proclamations, avant d'attaquer les délibérations. Monsieur le vice-président, à l'animation, bilan terroir en fête 2021. Merci, Monsieur le Président, merci Miguel. Voilà, donc terroir en fête, encore vers... C'était le deuxième. Mais malgré tout, je vais commencer par parler de la communication, parce que forcément, la communication, on n'a pas pu faire de toute boîte. On ne pouvait pas anticiper ce qu'il allait être possible d'organiser ou bien pas. Donc pas de toute boîte, mais encore une fois, comme pour les fêtes de l'eau, ça a été remplacé par une communication faite par les réseaux sociaux ou par le site du CIVOM. Je remercie Mathieu et Sylvain qui s'en sont occupés au fur et à mesure pour avoir vraiment donc les informations jour au fur et à mesure. On a eu une mission le 6 octobre et on est revenu un peu justement sur cette communication. Et Mathieu et Sylvain nous ont sorti beaucoup de tableaux, beaucoup de chiffres pour étudier un petit peu de la manière ces réseaux et ce site ont été visités et sur l'efficacité. D'ailleurs, donc les membres de la commission ont eu ces tableaux, ont eu ces chiffres, mais si vous êtes intéressé par ces tableaux, ils sont assez nombreux, mais relativement digestes, ils sont à votre disposition. On peut voir quand même, pour faire un petit résumé, que l'on a touché un public beaucoup plus large géographiquement. Il y a vraiment eu un brassage de population et non pas par commune, mais c'est bien une organisation pour le territoire et quelquefois ça déborde d'ailleurs du territoire. Alors bien sûr, il y avait le transfert de tout ce qui a pu se faire pour les fêtes de l'eau, pour les lices en fête, donc les grands spectacles qu'on a connus donc le vendredi soir sur Rochi, avec à peu près 2000 personnes, et le lendemain samedi soir à la base de loisirs de Lompré-Perrange-Berlinghem, avec 2300 personnes. Donc un peu moins peut-être que d'habitude. Je sais qu'on a pu aller jusqu'à 3-4 000 personnes à la base de loisirs, mais du coup ça a pu se faire en toute sécurité, avec un espace permettant à tout le monde de trouver sa place, tout en respectant un minimum de distance. Donc transfert de ces grands spectacles, transfert également des croisières. Donc les croisières qui ont sur toutes les communes, soit directement par un embarquement, soit par un transfert par bus, par petit train. Alors petit train, oui, il y a eu un souci, on reparlait aussi, un souci de communication entre la MEL et du coup une mauvaise lecture qui au dernier moment a annulé ces petits trains qui devaient donc transférer donc les populations de communes à Delémont, de Delémont à Comines, surtout de Lompré, de Perranchy et Verlinghem vers la base de loisirs. Pour ce qui est de Delémont, c'était définitif, on n'a pas pu donc utiliser le petit train, on l'a remplacé par un bus. Il est retombé sur nos pieds. Et pour la base de loisirs, où vraiment, il y avait vraiment une mauvaise lecture de la préfecture, au dernier moment, alors ça a été du sport, on a réussi donc à avoir un train bien utile donc, pour le transfert des populations. Sinon, terroir en fait, c'est surtout donc la découverte donc de nos terroirs, de nos fermes, de nos producteurs. Donc on a comptabilisé 165 visiteurs sur l'ensemble donc des fermes ou producteurs. Alors avec plus ou moins de réussite, d'ailleurs de très grosses différences. Ce sont bien les fermes ou les lieux des produits atypiques et rares qui attirent le plus de monde. On s'est rendu compte, après discussion en commission, qu'il fallait aussi de l'animation, des ateliers et des animations autour. Pour l'année prochaine, ça a été une des conclusions,
on va développer un peu plus d'ateliers et d'animation, puisque le terroir, en fait, c'est bien la de ces fermes et de ces productions. Et donc, on pourra proposer des moyens nouveaux aux acteurs ruraux. Puis, pour terminer, un bilan financier. Donc, on n'a pas utilisé l'enveloppe qui était prévue. Et pour éclairer, il nous reste 5 000 euros. Alors, 45 000 euros, après une présentation en commission, mais on peut aussi en reparler entre nous. On a essentiellement reporté sur le budget 2022, donc certainement pour les listes en fait. Et peut-être une petite participation pour ce qui va se passer pour Noël. Et autour, en sachant que le thème cette année pour Noël, c'est un Père Noël sportif, avec beaucoup de randonnées et des animations qui tournent autour de ces randonnées. Et donc, alors en commission, la commission vous propose d'utiliser un maximum de pour toutes les communes qui auraient besoin donc de financer un complément à ces randonnées par une animation. Voilà, je ne sais pas si quelques questions par rapport à tout ça. Merci Bien, Christophe. Monsieur le Président. Merci Christophe. Moi j'aurais juste j'ai beaucoup apprécié, on était quand même quelques-uns, à voir arriver le public familial sur les manifestations. C'était très très plaisant de voir arriver les familles, de voir arriver les poussettes en nombre, et on voyait les manifestations, on répondait à une envie de pouvoir vivre un événement sympathique et tout à fait agréable de voir arriver ces familles. Moi, c'est ce que j'en ai particulièrement retenu pour cette édition 21. Nicolas, si tu veux nous faire des services civiques. Merci Monsieur le Président. Alors un petit point sur le prochain service civique dont la session va débuter début novembre pour une durée. Cette nouvelle session concernera 14 volontaires. Alors, je peux les détailler si vous le souhaitez. 2 à Péranchy, Marc-en-Barœul, 2 à Marquette, 2 à Longpré, 1 à Saint-André, 1 à Vambrechy et 2 au service animation durable du CIVOM. Pour l'instant, 5 ont été et il y a 15 entretiens à venir dans un jour. 3 innovations pour cette session. Tout d'abord, on était sur une thématique loisirs, animation, culture et on va passer sur en plus d'autres thématiques, solidarité des personnes vulnérables, sport et développement durable. Premier point. Deuxième point, il va y avoir un partenariat donc avec une association, l'association Service Civique Solidarité Senior, mais je vais y revenir tout à l'heure. C'est proposé de signer. Et puis, partenariat avec la mission locale, encore plus forcé notamment dans la thématique de l'accompagnement des volontaires sur leurs projets futurs. Tu peux garder le micro puisque tu nous parles du bilan de l'action Job étudiant, opération emblématique qui vous en souvenez, on a décidé en délibérant sur une opération qui répondait à l'actualité. Tout le monde relevait la difficulté qu'avaient les jeunes d'arrêter, voire arrêter des jobs, et on voulait mettre en place une opération. Jeunes touchés. Nicolas. Oui, tout à fait, puisque vous donc ce bilan, c'est en effet une question qui nous paraît particulièrement satisfaisante. Alors, juste quelques éléments. L'objectif, rappelez-vous, c'était de répondre à une problématique ponctuelle, et notamment de faire en sorte de faire matcher, c'est-à-dire de la rencontre entre les jeunes étudiants et les personnes qui pouvaient offrir des postes. Et alors, bon, je vais peut-être pas tout détailler, mais je vais
peut-être souligner deux, trois chiffres qui nous semblent les plus pertinents, notamment les vues sur Internet. Alors, il y a eu une campagne très ciblée sur les réseaux sociaux, où les jeunes sont très présents. Et ce qui est intéressant, c'est non pas de regarder ce chiffre-là, mais de voir les qui ont fait l'objet d'une sollicitation, c'est-à-dire d'un clic par le jeune, et qui ont été redirigés vers le site soit de l'association Alpes. D'accord ? Et là, on est à 4000 vues de ces offres-là. Donc, potentiellement 4000 personnes susceptibles d'être intéressées. Parce que, en réalité, si vous faites ce clic, c'est que vous êtes intéressé par le premier chiffre. Le second chiffre, parce que la finalité, c'est qu'il y a eu 60 jeunes du territoire MNO qui ont été accompagnés, dont en tête Lambersart, 22 jeunes. Et sur ces 60 jeunes, il y avait 45 étudiants et 22 lycéens. Et alors la finalité, parce que même si ce n'était pas notre objectif, il était juste la rencontre. Mais la finalité, c'est intéressant. Eh bien, il y a eu quand même 38 contrats qui ont été signés par 28 jeunes, 27 contrats en job étudiant et 11 contrats 28 contrats en job d'été et 11 contrats en job étudiant. Voilà, donc plus que satisfaisant, je tenais à remercier tout le personnel Alpes, et nous avons ici M. Nicolas Neninde, le président, qui va chaleureusement remercier lui et toutes les personnes qui travaillent pour cette mission locale et pour l'association en général. Des questions particulières? S'il n'y en a pas, moi je rappelle qu'en effet, notre lisible une offre, ce qui était patent dans ce qu'on relevait dans les actualités, etc., c'est que les jeunes à voir réellement des offres ou pas. Donc, d'apporter une lisibilité, à redonner Nicolas, c'est faisable. Les contrats à la fin satisfait tout le monde, bien sûr. Après, le check entre l'entreprise et le jeune, il n'est plus notre apanache. Mais en tout cas, l'opération répond bien à ça. Plaisir de vous faire la synthèse du rapport d'activité. Vous avez eu le rapport d'activité 2020, pour rappel, même si en octobre, le rapport d'activité 2020, c'est une année un peu particulière, mais vous avez eu le rapport complet, et Michel vous en fait la synthèse. Voilà. Donc, vous avez tous sur votre table ce rapport synthétique qui est pour moi un excellent outil lorsque vous aurez à présenter, si vous voulez, le rapport d'activité du SIVOM au sein de votre conseil municipal, puisque c'est une obligation que nous avons de présenter donc le bilan d'activité du SIVOM à nos élus. Et donc je trouve que c'est un outil, puisqu'il a été en reprenant la majorité des choses importantes. Donc je ne vais pas vous faire l'affront de vous le lire en totalité, parce que je suppose et je suis persuadé que tout le monde l'a déjà dans la tête. Et il est vrai que on vous propose celui de 2020. Parler ce rapport en 2020, donc c'est un petit peu les contributions, chacun sait ce qu'elles sont. Vous voyez que Lambersart, bien sûr, est le plus gros contributeur, puisqu'il est plus de 400 000 euros par rapport aux autres villes qui sont beaucoup moins importantes que la sienne, bien entendu. Notons quand même que Marcq-en-Barœul, qui n'a qu'une seule compétence, émarge quand même à 273 pour seulement la compétence emploi.
Sur la page suivante, on vous donc les actions d'emploi, puisque donc trois dispositifs par l'intermédiaire de l'association Alpes, donc la mission locale 263 000, le pli 184 000 et la maison de l'emploi 130 000. Donc on approche les 600 000 euros de subventions versées. Et vous avez donc, au regard de ces subventions, donc les actions qui sont faites vis-à-vis des jeunes, avec le nombre d'inscrits, les jeunes en contact. Et vous voyez quand même qu'au niveau de la mission locale, vous avez plus de 4 500 jeunes qui sont en contact. 1200, ce qui est quand même quelque chose donc d'appréciable. Au niveau du pli, là aussi, vous avez donc les actions qui ont été faites, avec 164 nouvelles entrées, avec 1018 étapes de parcours, 235 sorties, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont trouvé chaussures à leurs pieds sur les 235, il y en a plus de 105 en CDI ou CDD supérieurs à 6 mois. Vous continuez par la maison de l'emploi, donc là c'est des collectes d'informations, c'est un peu différent, mais bon, la subvention est bien sûr inférieure également. Vous avez ensuite un bilan du service civique qui reprend donc le nombre de volontaires par commune. Donc vous voyez que Marc-en-Barœul en a pris 4 et que en janvier et 4 encore en novembre. La plupart en ont pris 2, sauf Saint-André qui en a pris 1 et Vambrechy qui en a pris 1 aussi et 1 au niveau de l'animation. Terroir en fête 2020, bon, je pense que Terroir en fête 2020, ça a été quelque chose différent, bien entendu. Par la pandémie, il y a eu quand même des visiteurs, il y a eu 30 fêtes participer et puis 1500, un peu plus de 1500, excusez-moi, un peu plus de 1500 donc visiteurs. Pour le développement durable, la quasi-totalité des communes du CIVOM donc y travaillent, communes intégrées, Marquette, Lambersart, Lompré, toutes les communes travaillent donc sur le développement durable et bénéficient également donc de l'espace info-énergie. Sur l'espace info-énergie, il y a quasiment 1000 ménages et collectivités qui ont été sensibilisés. 34 rendez-vous assurés sur les permanences. 966 ménages exactement. Il y a des balades thermiques qui sont organisées, des gestes, des éco-gestes, donc essentiellement réalisés donc sur Quesnoy-sur-Delle. Au niveau des autorisations d'urbanisme, le service fonctionne bien, fonctionne très bien. 379 permis de construire instruits, des déclarations préalables supérieures à 1000, et puis une cinquantaine donc permis d'aménager, certificat d'urbanisme opérationnel et permis de démolir. Donc la plus grosse commune utilisant donc ce service c'est Lambersart, bien entendu, avec plus de 400 actes pour Lambersart. Ensuite, au niveau de la gérontologie, l'EHPAD Georges Delfosse est toujours chez nous, avec 87 chambres, donc 10 chambres réservées aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies qui sont apparentées. Il y a 23 places réservées à l'aide sociale et 64 non habilitées à l'aide sociale, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le même tarif. Donc ça, on pourrait vous en parler en commission géronto, et qui en aura bientôt une d'ailleurs, dans pas très longtemps. Donc vous voyez que les plus de 60 ans payent 58,12 € et ceux qui sont rentrés après le 1er avril 2020, qu'ils ont 59,50 €. 58,12 et 59,50 €. L'augmentation est quand même très très minime. Les moins de 60 ans payent 77,44 € et ceux qui rentrent à partir du 1er avril, 78 €. Donc il y a une différence d'€1, un peu plus d'€1. Le taux d'occupation donc de la résidence, 94%, donc ça on peut espérer mieux. C'est pour couvrir les frais de fonctionnement, il faudrait pour bien être à 97%. La répartition des GIR, il y a GIR 1 13%, GIR 2 quasiment 40%.
Le GIR 3, c'est 26%, le GIR 4, 19%, et le GIR 5, 1,20%. Donc pour ceux qui ne sont pas trop au fait des choses, le GIR n'est pas plus important au niveau du chiffre, c'est l'inverse. C'est le GIR 1 où les gens sont les plus dépendants. Le GIR 5, c'est ceux qui sont quasiment autonomes. Donc le soutien au CLIC, donc là il y a eu pas mal de dossiers qui ont été demandés au niveau du CLIC. Le CLIC, c'est un guichet d'accueil. Il est d'ailleurs maintenant situé dans les murs de l'EHPAD, ce qui est beaucoup plus logique. Avant il était à Saint-André et maintenant il est dans les murs de l'EHPAD. Là vous avez tous les chiffres, je ne vais pas aller vous les lire. Il y a eu quand même une légère augmentation en 2020 par rapport à 2010. Au niveau de la gestion des archives, alors c'est une aide à la gestion des archives, puisque les décisions sont toujours prises par les mairies et non par le CIVOM. Le CIVOM met seulement donc du personnel à disposition des villes. Et là encore, la presque totalité des communes utilisent donc ce service à hauteur d'environ 50 jours par an, sauf Verlaghem qui est un peu moins de 20 et puis l'Aupré qui est à 9 et l'Anversar qui est nettement supérieur à tout le monde puisqu'il est à 92 par rapport aux autres et Bondu qui l'utilise à 72%. Donc il y a 460 jours d'intervention globale, donc des mètres d'archives. C'est comme ça se compte, 285 mètres de linéaire archivé et 215 mètres de linéaire éliminé, ce qui n'est pas du tout rendu par la je le rappelle. Le chantier des travaux d'intérêt général, donc là, les chiffres clés, il y a une semaine à Vambrechy, une semaine à Quesnoy-sur-Deuil et une semaine à l'Anversar. C'est 5 personnes qui ont ainsi pu effectuer leur peine et 5 semaines de chantier annulées du fait de la crise Covid. Ça, c'est sûr que le Covid a fait du mal dans tous les secteurs. Alors, vous avez bien sûr reçu le rapport d'activité complet. Là, c'est une présentation synthétique. Vous trouverez tous les chiffres en détail et expliqués dans le rapport complet. Nous voulions faire, c'était vous présenter globalement et synthétiquement ce rapport. Oui, rapport l'activité se fait au fur et à mesure de l'année 2020, donc il n'y a pas d'étonnement. Cependant, si vous avez des questions particulières, évidemment, on est prêt à y répondre. Qui est clairement service de pouvoir produire le rapport 2021, on va se donner comme objectif en 2022 et non pas en octobre. On va gagner un semestre sur la production d'activité, même plus en lien avec l'information qu'on souhaite avoir en temps réel. Voilà, donc c'est un objectif, Caroline. Mais j'ai déjà leur accord de principe, il n'y a pas de problème. Elisabeth, annexe activité EHPAD. Donc en fait, c'est la projection 2022 qui doit être présentée pour pouvoir être proposée à l'ARS par l'activité et l'investissement. Merci Monsieur le Président. Donc en fait, l'annexe 4, activité de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses 2022, reprend l'occupation de la résidence ces 4 dernières années en fonction du groupe ISO-ressources qui est appelé GIR des résidents. Comme vous le savez, belle tendance qui va de 1 à 6, dans le plus dépendant, et 6 le moins dépendant. Alors il est vrai que c'est rédigé pour être incluse donc dans l'EPRD 2022 et dans le tableau qui vous a été fourni, l'année N-1 correspond à l'année 2021, tandis que l'année N correspond à l'année 2022. Alors il est vrai que c'est un document officiel qui est à rendre se base pour la fin 2021 ainsi que pour la 2022. Pour vous faire un rappel, une présentation du contexte, comme vous le savez, l'année 2021 a été marquée donc le Covid-19 avec une population donc au niveau de Georges Delfosse très dépendante.
En parallèle, on a également constaté une évolution en ce qui concerne les demandes d'admission. À ce jour, les personnes âgées ainsi que les familles veulent laisser les personnes âgées à domicile et font en fait des démarches d'entrée quand les personnes âgées sont en fin de vie ou qu'elles ont de multiples pathologies. Donc c'est vrai que ça, c'est en fait une caractéristique qui est en lien avec le contexte donc de l'épidémie. Alors il est vrai que concernant les prévisions donc sur l'année 2022, l'établissement va remonter progressivement son taux d'occupation. Ce dernier, il a été fortement impacté donc en janvier 2021 avec 6 départs en moyenne pour une entrée. Et depuis, l'EHPAD remonte son taux d'occupation petit à petit, car en moyenne, pendant l'épidémie, pour chaque entrée, en fait, on avait un départ. Alors, vous avez eu un tableau qui vous a été joint donc, dans le cadre du dossier du comité syndical. Donc, dans le bas du tableau, vous pouvez retrouver les absences qui correspondent à des absences, soit pour convenance personnelle ou pour hospitalisation de plus ou moins de 72 heures. Alors, il est important de commencer à évaluer les hospitalisations pour pouvoir compléter l'occupation de la résidence. Et en effet, dans ce document qui est important à remettre auprès de l'ARS, les hospitalisations sont toujours déduites des jours de présence à évaluer. Alors, il est vrai que pendant la crise sanitaire dernière, les sorties dans les familles ainsi que les hospitalisations, elles étaient refusées. C'est pour ça que nous avons des chiffres donc aussi faibles pour l'année donc 2021. Alors cependant, donc nous pensons reprendre l'activité standard à partir de 2022 et je remercie d'ailleurs Monsieur Rambaud, le directeur de l'EHPAD, d'avoir fait tout ce travail. Une moyenne a été faite sur les dernières années qui concerne N-4, N-3 et N-2. Et nous prévoyons donc, parce qu'en fait c'est des prévisions qui sont nécessaires à noter dans cette annexe, nous prévoyons 177 jours d'hospitalisation de plus de 72 heures, ainsi que 726 jours d'hospitalisation de moins de 72 heures. Alors de quelle façon ces prévisions peuvent être mises dans des catégories en fonction du GIR ? Donc, en ce qui concerne les résidents les plus dépendants, donc GIR 1, l'évaluation qui a été faite en projection, c'est 16% des hospitalisations. En ce qui concerne le GIR 2, c'est 40% des hospitalisations. Le GIR 3, 27%. Le GIR 4, 17%. Et le GIR 5, on n'en prévoit aucune. Alors, quelle peut être la prévision donc, de l'occupation sur l'année 2022 ? C'est en fait l'illustration de ce que je viens de vous donner précédemment en termes de pourcentage. Pour les résidents qui sont dans la catégorie GIR 1, on peut remarquer une légère augmentation du nombre de résidents en GIR 1 au fur et à mesure des années. Pourquoi ? Parce que ce sont les résidents qui sont les plus fragiles. Le maintien de leur nombre en 2021, il s'explique comment ? Il s'explique par le glissement donc d'autres résidents de GIR plus élevés en GIR 1. Il est vrai que quand on entre dans une résidence personnes âgées EHPAD, eh bien, je veux dire, on acquiert des pathologies complémentaires, ce qui fait qu'on glisse d'un GIR qui est supérieur dans un GIR inférieur. Alors, on prévoit pour 2022 d'accueillir 20 résidents en GIR 1, ce qui suit un peu la tendance des dernières années, puisque, je vous l'ai dit, monsieur le directeur a fait une prévision sur les 4 années. Les résidents en GIR 1 ont occupé en moyenne 5089 jours en 2021 et chaque résident en GIR 1 reste en moyenne 267 jours,8. Et on peut prévoir, donc en fait c'est des calculs qui sont faits, je veux dire ce sont des prévisions, on peut prévoir qu'en 2022, les résidents en GIR 1 occuperaient donc 5213 jours, bien sûr en déduisant les journées d'hospitalisation qui ne sont pas comptées. On fait également les prévisions et le calcul de tendance pour les résidents en GIR 2. Les résidents en GIR 2 donc, représentent 50% des résidents qu'accueille actuellement l'EHPAD. Là aussi, c'est un chiffre qui est stable aux années précédentes car des glissements ont lieu également en cours d'année. Donc on prévoit ainsi d'accueillir 55 résidents en GIR 2 et cela occasionnerait un total de 15 303 jours, déduction faite toujours des journées d'hospitalisation.
Alors en fait, c'est au niveau des résidents en GIR 3 que nous avons la plus grande baisse, puisqu'en fait l'établissement a accueilli 2 fois moins de résidents en GIR 3 que ces 3 dernières années. Alors cela est dû à des départs, mais également par des glissements dans des GIR donc moins élevés, puisque les pathologies augmentant, eh bien on glisse dans les GIR moins élevés. Et également, je veux dire, avec le contexte sanitaire que je vous ai détaillé précédemment, l'établissement accueillera de moins en moins des GIR élevés. Au total, on peut prévoir donc, en ce qui concerne les GIR 3, 6 446 jours dans l'établissement, toujours avec la déduction faite des journées d'hospitalisation. Alors, de la même manière, les GIR 3 et les GIR 4 diminuent légèrement au cours de ces 3 dernières années. On peut prévoir qu'en 2022, on accueillerait seulement 13 résidents en GIR 4, ce qui suit également la tendance actuelle des dernières années, et aussi à savoir que les résidents en GIR 4 font partie des résidents les plus autonomes, et donc leur nombre varie peu au cours de l'année. Ainsi, donc, les prévisions seraient d'accueillir 13 résidents en GIR 4, déduction toujours faite des journées d'hospitalisation, ce qui correspond à 2754 jours en 2022. En ce qui concerne le GIR 5, eh bien, la prévision serait d'accueillir un seul résident en GIR 5, donc ça ferait 365 jours en 2022, et nous ne pensons pas avoir d'autres demandes d'admission en GIR 5, mais également ni en GIR 6. Alors c'est vrai qu'avec toutes ces prévisions, la prévision serait donc d'avoir un taux d'occupation prévisionnel de 96,48% en 2022, ce qui nous permettrait donc de rattraper le retard de 2021, vu le contexte sanitaire, vu le contexte de l'épidémie. À savoir qu'à ce jour, d'après les 2 derniers relevés qui m'a été communiqué par monsieur le directeur, nous avons 79 lits occupés sur 87, ce qui correspond à un taux d'occupation de 91%. Donc nous sommes satisfaits d'avoir passé la barre des 90%, puisque pendant l'épidémie, eh bien, nous avions même un taux à 87%. Pour votre information également, vous informez que 100% des professionnels qui travaillent dans l'établissement sont vaccinés. Donc je veux dire, on peut être fier que l'ensemble des personnels se sont donc soumis à la vaccination. Également, on a 97% des résidents qui sont en fait vaccinés. On a 2 refus de résidents, mais liés en fait à des avis médicaux de non-compatibilité de vaccination. Et pour votre information également, la prochaine vague de vaccination pour les 3e doses, eh bien, elle a débuté puisqu'en fait, elle a commencé le 22 octobre dernier. Donc sachez que au niveau des craintes d'infection par le Covid, la satisfaction de la vaccination et des résidents et des professionnels de santé, nous sommes vraiment satisfaits. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est vrai que c'est un tableau qui est compliqué à lire et à illustrer. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé avec les chiffres. Voilà. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Elisabeth. Oui, ça fait partie des documents annexes obligatoires. On voit bien là que c'est une projection, c'est même pas un choix, c'est une projection dans la manière dont le public évolue, dont les gens qui nous consultent évoluent dans leur dépendance. Donc on verra la réalité, on aura une analyse forcément toujours a posteriori, sachant qu'on a on vient de passer une année un peu particulière, évidemment, puisqu'on manque plus de repères sur comment les choses vont évoluer. Donc, en tout cas, ces projections seront remises. On en tire quand même enseignement sur la typologie des profils des personnes accueillies, ce qui peut avoir évidemment une incidence dans le service d'accompagnement. Donc voilà, ce sont les choses sur lesquelles nous sommes très près pour être toujours au plus près des nécessités de nos résidents, bien sûr. Bien, pour finir, les points d'information avant de passer en délibération, et en toute transparence, je rappelle pour ceux qui l'auraient loupé que l'Ambersart a délibéré le 14 octobre sur sa volonté de sortir du CIVOM. On attend son courrier d'interpellation pour commencer les procédures, et que comme délibéré le 30 septembre et nous a écrit
dans sa décision, pas vraiment une surprise, puisqu'il a assez peu intégré la structure et les opérations. Il n'était que sur l'animation et avec une participation mesurée. Donc voilà, juste je vous en informer en toute transparence. En général, ça fait l'actualité, donc on en est au courant. Je ne vais pas revenir ici sur les premières communications qui sont autour de l'opération et dont on se fera un plaisir de rectifier certains chiffres qui me paraissent quand même très loin des réalités, mais ça viendra en son heure. On va passer aux propositions de délibération concernant le rapport numéro 1, modification de la délibération portant affectation des résultats de l'EHPAD Georges Delfosse. Merci, Monsieur le Président. Donc, il s'agit effectivement de la modification de la délibération 1921 qui concernait les affectations de l'EHPAD qui vous a été présentée le 7 avril 2021. Alors, il est vrai qu'à la demande du comptable public et pour mieux corriger à l'instruction interministérielle en date du 12 juillet 2018, il est proposé donc d'affecter le résultat excédentaire montant de 129 562,70 € de 2020 de la façon le déficit de 84 704,69 € en hébergement sera réparti sur le compte 12 avec un crédit de 84 24,69 €. Au compte 110-31, un débit de 84 724 €. Ce déficit doit bien sûr être apuré par l'excédent actuel de 212 680,52 €, compte 110-31. L'excédent d'un montant de 214 287,39 € en section de dépendance et soins sera réparti de la manière suivante. Au compte 1932, un crédit de 214 287,39 €. Au compte 12, un débit de 214 287,39 € et ce déficit va être apuré par l'excédent actuel d'un montant de 296 087,88 € du compte 119-32. Voilà, donc il s'agit de voter cette modification de délibération, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Oui, en réalité, des réaffectations sur des lignes comptables, ça ne change strictement rien au résultat, bien évidemment, mais on comprend bien la démarche d'ailleurs et qui me paraît fort logique de réattribuer certains débits sur des lignes qui sont historiquement excédentaires. C'est tout à fait naturel, on ne peut absolument rien à redire à cette opération. Qui vote contre? Une intervention. Si on peut... Bonsoir à toutes et à tous. J'avais juste une question par rapport au sujet de l'EHPAD, puisqu'on s'est projeté avec les qui ont été apportés juste avant. Je voulais juste savoir s'il y a une réflexion qui est engagée suite à l'audit sur l'évolution du mode de gestion de l'EHPAD. Donc en substance, je peux répondre sans difficulté. Suite aux communications qui ont été faites du dernier juin, différents établissements, organismes nous ont contactés, donc ce n'est pas une démarche de notre part, nous ont contactés suite à cette communication, qui était un élément de l'audit qui disait est-ce que voilà le support juridique est compatible. Donc ils nous ont contactés et pour être tout à fait transparent, comme ils nous ont contactés, on les reçoit, ça n'augure pas de ce que l'on fera par ailleurs, mais en tout cas, ils se sont manifestés. L'interrogation est portée, donc bien évidemment, on les reçoit, on écoute et on est toujours attentif à toutes les possibilités pour répondre précisément à votre question. Pour ce qui est du vote, donc en l'occurrence, qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Madame la vice-présidente, dans la continuité, admission en... Oui, il s'agit donc de l'admission en non-valeur de titres qui ont été émis par l'EHPAD de Georges Delfosse. Alors,
Certains impayés ont fait l'objet préalablement de poursuites, mais qui n'ont pas abouti, donc elles sont à passer en non-valeur à la demande également du comptable public. Ce sont des impayés anciens, puisqu'en fait il s'agit d'un montant de 6,96 € datant de 2017 qui représente un impayé d'une facture d'un résident qui a quitté l'établissement. Également, datant de 2018, un montant de 39,25 € et 112,86 € qui représente les impayés d'une professionnelle qui n'a pas réglé ses factures de repas à l'EHPAD. Alors donc, comme vous le voyez, ce sont des dates qui sont antérieures, anciennes, mais néanmoins nécessaire de les régulariser. Donc, en conséquence, il vous est, mesdames et messieurs, d'admettre en non-valeur le montant total 159,17 € correspondant aux sommes que je vous ai énoncées précédemment. Voilà, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bon, admission en non-valeur tous les ans. On passe sur nos exercices. Y a-t-il des commentaires particuliers? Si ce n'est le cas, qui vote contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 3, autorisation de signature du protocole d'accord du PLI. Nicolas. Oui, pour la période 2015-2021. Alors bon, si vous bien regardez, vous pourriez vous demander pourquoi signer aujourd'hui ce protocole qui donc concerne la période 2015-2021. Alors, c'est technique. Tout d'abord, pour rappeler que en fait, ce protocole, eh bien, c'est le document en fait qui lie politiquement les principaux financeurs du il y a nous, mais pas que. Il y a la ville de la Madeleine depuis le 1er janvier, il y a l'État, la région et le département. Et alors, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'État a souhaité harmoniser l'ensemble protocole PLI de la région. Il y en a 28 en tout. Et ensuite, bon, c'est le schéma un peu peut-être parfois administratif trop long qui s'est mis en route, puisqu'il y a eu la fusion des régions, il y a eu des nouvelles orientations au niveau du département, il y a eu une revolonté de refaire un nouveau protocole. Petit à petit, on avance, on arrive à l'année 2020, la crise sanitaire, etc., etc. Voilà. Et donc, on en est là aujourd'hui. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que, et surtout, c'est que pour nous, ça ne change strictement rien, d'accord ? C'est juste une régularisation. Ça a des conséquences très importantes pour le PLI, parce que grâce à ce protocole, ils vont pouvoir aller chercher d'autres financements. Donc, une fois que nous, on l'aura régularisé, pourra suivre le département et la région. Voilà les explications sur cette délibération. Oui, clairement, une demande du département, c'est lui qui a donné le rythme et on a suivre ce rythme, sachant que dans les faits, ça n'a strictement aucune incidence sur l'action. C'est une régularisation de documents protocole. Mais les actions, elles, évidemment, ont eu totalement lieu, et heureusement pour le public et nos habitants, puisque c'est quand même bien là l'essentiel, c'est un service rendu. Donc c'est une régularisation suite aux méandres administratifs que nous a exposé Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? L'unanimité, merci beaucoup. Rapport numéro 3. 4 en l'occurrence, oui, il y a marqué 4, mais autorisation de signature du protocole d'accord du PLI. Pareil, on l'a vu, vas-y. Aussi en réalité, puisque chaque commune donc a reçu, si vous voulez, la convention. Oui, c'est convention sur les services civiques. Hein. J'avais pas entendu. Service civique. On est bien sûr. Merci, monsieur le maire. On est les services civiques. Donc chaque commune, chaque maire a reçu cette convention. Enfin, en tout cas, ceux susceptibles de recevoir des services civiques. Et donc c'est une convention qui est d'usage habituel et qui est en cours de régularisation. Ça permettra aux communes de recevoir les services. Peut-être quelques chiffres. On a un chiffre de tête sur la session où tu voulais en donner ou pas d'actualité? Ah, je l'ai fait tout à l'heure. Je peux le rappeler. Enregistré donc sur les quantités et sur le fait qu'on arrivera pour voir la totalité des demandes faites par les communes sur le sujet. On va le voter.
cette autorisation de signature. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et il y avait une Un question, micro, je s'il crois. vous plaît. J'ai juste une petite intervention sur les services civiques qui concernent les 4, 5 et 6. Oui. Alors je sais que c'est une pratique qui n'est pas nouvelle, mais il n'est jamais trop tard pour s'interroger. Notamment sur le fait que les jeunes qui s'engagent sur des missions de première utilité, comme l'aide à la personne, perçoivent quand même des indemnités faibles de 580 € pour 27 heures semaine pendant 8 mois, avec la prestation de subsistance, qui permettent difficilement de sortir de la précarité pour les jeunes. Alors je ne doute pas de l'effet train des services civiques, on a tous ça en tête, et tout l'effort qui est mis autour du suivi de l'accompagnement des jeunes, mais j'ai envie quand même de signaler qu'il fallait quand même garder à l'esprit que s'il y a des vrais besoins, et je pense que c'est des vrais besoins, il faut créer de vrais emplois salariés, notamment les CCAS, et par exemple pour lutter contre l'isolement des élèves. Je pense que c'est un travail à haute valeur sociétale qui mériterait des missions organisées, qui mériterait des vrais métiers. Que le CIVOM a sûrement les moyens d'aller plus loin sur ce sujet. Donc moi j'appelle juste à une vigilance sur ce sujet et je m'abstiendrai donc pour ces 3 délibérations. Ok, nous avons bien entendu, sachant que votre propos est totalement hors de la façon qu'on propose, puisqu'on parle bien des services civiques. Les services civiques en aucun cas ne suppléent à des emplois réels, que ce qui compte sur ces emplois est pour rencontrer systématiquement à chaque session les participants. Les participants sont très heureux parce qu'il y a une vraie immersion dans voilà, de ce qui se passe. Et en effet, les coûts portés par les communes, etc., sont de vrais investissements pour leur permettre à eux de se projeter et à nos services d'être toujours dessus. Mais donc, on peut entendre votre propos, mais évidemment, on n'a pas grand-chose à voir avec les services civiques eux-mêmes, bien sûr. Donc, sur l'autorisation de la Convention... Monsieur le Président, si je peux me permettre... Bien sûr. Peut-être pour compléter, parce que moi aussi j'entends ce que vous dites, c'est vrai qu'au premier abord, le montant peut-être peut heurter, qui se divise en deux, donc 473 pour l'État et 107 pour les communes. Même si chacun peut comprendre votre observation, cependant ça ne relève pas de notre compétence. C'est-à-dire que c'est la loi qui fixe ces montants-là. Attends, il faudrait peut-être alerter d'autres interlocuteurs. Je dirais, nous, en tant que tels, nous n'avons pas de marge de manœuvre. C'était la première observation. Et la deuxième observation, vraiment, pour les avoir rencontrés notamment à la sortie, pas forcément le financement, le salaire, entre guillemets, qui les guide. Mais vraiment, ils viennent chercher une expérience, un enrichissement personnel. Voilà, je pense que c'est vraiment ça qui les guide, même si je comprends bien que ce montant, au premier abord, peut paraître... Bien, donc pour revenir à cette autorisation, qui vote contre? Qui s'abstient? Numéro 5, renouvellement de l'agrément, on est dans l'esprit sur l'accompagnement. Nicolas. Oui. Civique qui là et on nous demande de renouveler en fait cet agrément proposé aux communes. En ce sens-là, on ne peut pas. C'est obligatoire, on va dire, pour proposer et permettre à nos jeunes de se donner, se constituer cette expérience. Qui vote contre? Qui s'abstient? 2. Beaucoup. Rapport numéro 6. Alors, donc, une convention avec l'association Service Civique Solidarité Senior. Bon, là, c'est intéressant parce que voilà, c'est l'évolution que j'évoquais tout à l'heure. Cette tranche de population, donc les personnes notamment vulnérables, seniors, c'est un défi pour nous tous, le vieillissement de la population, et trouvons intéressant que jeune âge, eh bien,
les services civiques soient sensibilisés à cette question. Alors, donc, l'idée, c'est de avec cette... Et ça nous permet notamment deux choses. La première, c'est de pouvoir offrir aux volontaires un socle de formation spécifique. On peut imaginer des formations sur les acteurs, les notions du bienveillir, comment bâtir une relation pérenne avec les personnes âgées, et aussi peut-être créer des vocations dans tous les métiers et les formations sur le bienveillir. Ça, c'était le premier point. Et puis le deuxième point qui peut également être intéressant, puisque donc vous savez que les communes versent 107 € pour remplir certains critères. C'est-à-dire qu'il faut que le jeune, par exemple, soit volontaire sans qualification ou alors issu prioritaire. Mais certaines conditions sont remplies, eh bien, l'association peut prendre en charge les 100 € en lieu et place de la. Je pense que c'est des actions qui sont positives, une collaboration qui est en train de naître et qui peut, à la fin, être très satisfaisante. Ça fait spécialisé de la chose et de cette collaboration qui peut être intéressant pour nos jeunes. Question par rapport à cela? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Nous en arrivons au rapport numéro 7 et dernier, retrait de la commune de Bondu. Je vais vous rappeler la procédure pour que chacun soit au clair par rapport à ça. Pour procéder au retrait d'une commune, il faut tout d'abord une délibération de la commune demandant son retrait. Bondu l'a fait en fin d'année dernière. Une délibération du comité syndical autorisant le retrait. Et donc, Bondu avait dit on va prendre un petit peu de recul. Il a fin d'été. Et donc, on passe aujourd'hui cette délibération au conseil syndical. On vous la propose en tout cas. Une fois qu'elle est prise, l'accord des autres communes, une délibération de leur conseil municipal. Les conditions autour de ces décisions, c'est bon an mal an que, autant pour inclure une commune dans le cadre de l'Alliance Nord-Ouest, par défaut, si une commune ne se déclarait favorable. Concernant une décision de sortie d'une commune, un conseil municipal ne se prononcerait pas, serait réputé défavorable. D'accord ? Et après, il y a tout un décompte pour avoir l'accord des communes intéressées. Cet accord doit être exprimé par 2 tiers au moins des communes intéressées, ne représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes, représentant les 2 tiers de la population. Ça se fait dans un sens ou dans un autre. Cette majorité doit comprendre l'accord des communes dans la population supérieure au quart de la population totale. En l'occurrence, Marc-en-Barœul est dans ce cas de figure. Voilà, ça c'est pour les conditions qui prévaudront au retour des délibérations. S'en suivra une délibération du comité syndical sur les conditions financières, puisqu'on rentre, une fois que cette demande est faite, on rentre dans des travaux sur les conséquences de la. Et il y aura donc une proposition en conseil syndical, comité syndical qui sera votée et qui partira, qui devrait être votée par la commune en dernier lieu. Voilà, une procédure donc, qui prend quelques temps et qui a des questions voilà, auxquelles il y a des réponses parfois un peu compliquées à sur des calculs, mais ça vous donne le rappel de ce qu'il y a de cause. Et pour Bondu, comme on l'a dit, on en est à la deuxième phase qui est ce que l'on vous propose ce soir dans le cadre des délibérations et comme le prévoit l'article 52.11 19 du Code général des collectivités territoriales, le retrait de la commune de Bondu. Et on a vu que les conditions, je les ai rappelées sur ce qui devra être des décisions des conseils municipaux. Je vous ai donc demandé de voter cette proposition de retrait. Qui vote contre? Vous avez le micro? Allez-y. J'attendais votre accord. Merci. Je vais vous faire une petite prise de parole sur le retrait de la commune de Bondu. Donc on a eu la Madeleine en 2019. Aujourd'hui, commune Lambersart qui. Donc on a l'impression qu'on y est même là, dans le vif du sujet.
C'est un tournant qui est important pour le CIVOM. La réflexion sur l'avenir du CIVOM aurait dû être posée dès 2015, je me suis déjà exprimé là-dessus, mais il s'impose désormais en 2021 comme une évidence. Peut-être l'évidence, c'est que le ne fait pas vraiment partie des options. En fait, il y a deux pistes qui sont ouvertes avec ces retraits qu'on va voter lors des prochains comités syndicaux. La première est illustrée par cette délibération, c'est le démantèlement au fil de l'eau de la structure syndicale par le retrait successif de ses membres. On a l'impression que voilà, on va avoir des prochains comités syndicaux qui seront avec des délibérations récurrentes sur le sujet. Mais est-ce vraiment souhaitable ? La deuxième option serait de questionner la dissolution du CIVOM à court terme, comme l'audit nous permettrait nous y invite, mais de façon raisonnée et méthodique. D'abord en s'assurant de l'EHPAD sous statut public. J'ai quelques craintes par rapport à votre réponse tout à l'heure, Monsieur le Président. Par intercommunal d'action sociale qui pourrait être monté pour pouvoir assurer la CIVOM sous statut public. Ensuite, en travaillant à une gouvernance intercommunale territorialisée, peut-être que aurions-nous pu saisir le pacte de gouvernance de la métropole ou peut-être que pour pouvoir travailler à une échelle de projet cohérente. Bon, vous connaissez ma position. Hein. Moi, j'ai envie de dire, CIVOM, il peut être quand même considéré selon les projets comme une échelle pertinente. Notamment, on l'a vu avec le projet de véloroute sur l'ancienne ligne commune Lille. Mais je pense que le CIVOM n'est plus depuis longtemps une structure juridique pertinente. Donc, au-delà d'attendre le retrait successif des communes, il faut engager la réflexion et qui permettrait de tout mettre à plat une fois pour toutes. Voilà. Et puisqu'on est dans un site, j'ai vu qu'à côté, dans la salle d'à côté, on passait mourir. Et je me demande si pour le CIVOM, il faut vraiment. Donc, au plaisir, c'est qu'on n'est pas surpris de votre posture. Vous avez votre opinion. Nous faisons en sorte de tout comprendre et d'être sûr de comment on se projette. Donc, pour rappel, l'audit ne propose pas du tout la dissolution du CIVOM. Si vous le lisez bien, c'est pas ce qu'il dit. Et on a déjà eu des propos sur l'évolution des CIVOM aujourd'hui. En tout état de cause, la question est plus large. Ce qui nous importe à nous, c'est quelle projection se donne de cette alliance. Donc c'est ça notre propos, c'est ça ce qui nous porte. Existant ou des sujets à naître. Et le sujet lui-même, on verra à son heure ce qu'il est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui compte, c'est les énergies qui sont dedans et pas les énergies qui portent à l'extérieur. Dans le détail, un CIRS, il ne va pas être le support des activités du CIVOM, il peut être en l'espèce support d'un EHPAD, mais pas de l'ensemble d'un CIVOM. Pour précision, hein, pour être un peu plus précis dessus. Voilà, donc nous continuons notre. Vous le savez tous, on est bien sur une réflexion globale. Chacun agit en fonction de ce qu'il doit ou pense devoir faire, ou des langues ou pris, ou de ce qu'il a écrit. En tout cas, nous, ce qui nous préoccupe, c'est des administrés et des communes que l'Alliance sert. Et en ce sens, nous continuerons, en tout cas pour ce qui nous concerne, à avancer. La manière dont ça se passera, elle reviendra dans les instances au fur et à mesure de ce qui adviendra et qui sera pas de souci à avancer en tout cas. Et je vous le dis, aujourd'hui, le questionnement, il n'est pas encore tant là-dessus que sur ce qui nous occupe, c'est-à-dire l'énergie, les projets. Vous avez évoqué le traitement d'une voie douce, l'ex-voie ferrée. Votre posture n'est pas la posture de tous les participants ici, et je peux même vous garantir le contraire. Cette réflexion que l'on a, j'ai eu, pas plus tard que la semaine dernière,
Madame la directrice régionale SNCF Réseau, et donc sont réellement des sujets portés, mais qui se voient dans un ensemble de choses. Donc vous savez parfaitement qu'il y a le SDIT des premières parties, ce qui est écrit, ce qui est été, les activités d'attente. Nous gérons tout ça à la fois et on essaie de le faire dans un timing en fonction de nos interlocuteurs au plus rapide. Voilà, ce qui est ma réponse à votre remarque. Oui, bien sûr. Merci. Moi, je veux juste ajouter, par rapport à l'intervention, de dire que moi, ce qui m'importe, enfin, on a peut-être un tournant du CIVOM, il y a des questions qui se posent et que chacun dans notre ville, on se pose des questions. Et je trouve que ce qui est important, justement, c'est le positionnement des différentes communes. Donc, chacun peut penser différemment dans sa commune. Et voilà, je pense qu'il y a des volontés quand même de poursuivre ce qu'on appelle, ce que j'appelle une coopération communale. Donc, à définir, le périmètre changera, il va changer. Bon, ça, je pense qu'on est habitué à l'évolution des choses. Il faut savoir s'adapter. Ce serait un peu dommage d'être dans des choses, une réflexion figée. Le CIVOM a progressivement augmenté son périmètre. Il y a des villes qui nous quittent, mais qui avaient très peu de compétences. Après, une commune historique, et ça, c'est un autre. Je pense que la question est vraiment au niveau du périmètre et intercommunale. Et moi, j'attache beaucoup d'importance à la coopération intercommunale et à la solidarité. Et enfin, voilà. Je trouve qu'on est face à un défi quand même intéressant et c'est toujours bien de se poser des bonnes questions et on verra ce qu'il en ressort, mais je trouve qu'il ne faut pas enterrer trop vite le CIVOM, quoi. Mais il y a de beaux sujets entre nous. À partir du moment où effectivement on est dans une dimension coopération, solidarité, on arrivera à faire des belles choses. Merci. Donc moi, Madame le maire, tu a dit un mot que j'aime beaucoup, coopération intercommunale, et je tiens à remercier personnellement un bel exemple de coopération intercommunale que j'ai vécu aujourd'hui sur Vambrochy. Donc je tiens à saluer Monsieur Bernard ici présent, je tiens à saluer Monsieur Legrand qui n'est pas là, et je tiens à saluer Madame Elisabeth ici présente qui, grâce aux forces de police municipales qui ont été mises en place sur Vambrochy, donc nous une alerte attentat aujourd'hui, donc une alerte à la bombe dans un établissement qui était à Vambrochy. Je tiens également à saluer Monsieur Delebarre, le maire de Bondu. Je tiens à saluer Monsieur Bernard Gérard et Monsieur Legrand qui n'est pas là, mais qui sont intervenus. Un grand soutien lorsque j'ai eu les 2 crashs d'avion sur Vambrochy. Donc effectivement, la coopération intercommunale est quelque chose qui est vraiment importante aujourd'hui. Et en matière de gestion d'argent public, je pense que c'est également quelque chose qui est très important. Mutualiser des actions, ça permet de faire gagner de l'argent aux communes. Et je pense que le CIVOM, tel qu'il est demain, permettra justement d'aller dans ces objectifs grâce aux nouvelles compétences qu'on va monter ensemble. Je le rappelle régulièrement, l'Alliance est d'abord fait par les communes et exclusivement fait par les communes. Ce n'est pas une structure CIVOM qui s'opposerait à quoi que ce soit. C'est un ensemble, c'est vivant. Ça rejoint totalement les propos de Rose-Marie Alain, c'est un qui nous anime. Donc le support, on le verra en son temps, mais en tout cas ce qui nous préoccupe, c'est bien ce qui ressort de l'échange, c'est ce que l'on fait ensemble. C'est l'émanation et support de cette volonté commune. Monsieur le maire. La décision qu'a prise le conseil municipal de Bondu, il va mettre presque 1 an, est une décision de gestion telle que vous la prendriez si vous étiez probablement à notre place, et de pure bonne gestion. Simplement, par ailleurs, je sais pourquoi nous sommes venus au CIVOM, je sais ce que la commune de Bondu, en son temps, a pu apporter au niveau de savoir-faire pour régler un problème en particulier.
J'ai cru longtemps que le territoire, le terroir, finalement s'étendrait jusqu'à notre commune. En fait, ça s'est pas fait. La réalité, la vie du CIVOM, et j'adore mes collègues du CIVOM, j'adore travailler avec le CIVOM, il se fait que voilà, la commune de Bondues n'est pas territorialement sur la même ligne. Je l'ai vécu comme ça. Je l'ai regretté beaucoup parce que c'est vrai que j'aime aussi faire la fête. Mais la fête de la Deule, ça va pas jusqu'à la frontière de Mouveau. C'est un fait. Et bon, tout ça, donc j'ai vécu de l'intérieur. Je n'ai pas pris part à beaucoup de votes puisqu'au bout du compte, c'est vrai qu'après avoir passé le cap de cette question fort difficile à l'époque que les plus jeunes d'entre nous ici n'ont pas connu, mais ça nous a pris quelques années de régler ensemble la question du câble. Aujourd'hui, on l'a oublié. Mais il a fallu se coltiner. Hein. Et voilà, j'ai beaucoup participé à ça et je suis très fier d'avoir fait au profit de l'ensemble du CIVOM. Aujourd'hui, l'équipe municipale la nouvelle équipe municipale de Bondues, bonne gestion, il n'est pas utile de rester à l'intérieur de cette structure compte tenu du fait que si on parle, voilà, il y a effectivement la compétence archive et qui n'est pas une compétence d'ailleurs mais un service rendu par le qui nous convient. J'avoue que j'ai été aussi, personnellement, je vous parle beaucoup de mon équipe, mais moi-même, j'ai été un peu surpris. Je me souviens du beau séminaire il y a quelques années, qui est allé assez loin dans ce que pouvait être le de demain, où on parlait pas mal de coopération, toujours, mais notamment dans le domaine de la transition écologique. Au bout du compte, je pense que c'est quand même une piste intéressante, ça reste pour demain. Mais enfin, voilà, d'une commune non historique comme nous, avec une toute petite compétence, je pense que le déclic consiste à sortir, à regarder avec attention ce qui va advenir, et peut-être, je suis complètement comme peut-être de la coopération. On le montre tous les jours, de la coopération intercommunale. Donc ça, il faut bien penser que ça n'est pas tout une démarche égoïste, c'est une simple démarche de gestion. Nous serons attentifs à l'avenir de ce que vous inventerez en matière de coopération internationale, en coopération intercommunale. On n'irait pas jusqu'à l'international, mais évidemment, de toute façon, ça reste. Ce sont des votes, des entrants qui sont ressortis, ça a déjà existé. Bien dans cette chose active. Si la commune de Bondues ne se reconnaît pas dans une notion de territoire, c'est le point de vue de la commune qui se reconnaît ou pas dedans. J'aurais tendance à dire que c'est un petit peu le problème de Comines dans son courrier en disant très honnêtement, on ne s'est jamais investi, on n'est pas sur le même territoire tout à fait. Il tient pas d'autres propos que celui-là d'ailleurs. Donc on peut. Et puis de toute façon, ce qui est vrai aujourd'hui, on verra demain ce qui sera de toute façon, et de l'attractivité qu'on sera en capacité de faire naître dans ces coopérations. Il y a quand même un mot aussi qu'a utilisé Rose-Marie, qui est la solidarité, et c'est une notion que je souhaite tout de même rappeler. Être comptable au premier degré de ses deniers, c'est légitime, c'est normal, c'est la base. Cependant, dans une action et dans une alliance comme celle-ci, il y a toujours eu, depuis le départ, une notion de solidarité qui est de créer des actions, quelles qu'elles soient autour de l'emploi ou qu'elles soient autour de l'animation, qui ne seraient pas à la portée d'un certain nombre de communes qui font partie de l'Alliance. Partie, je pense que M. le maire de Brochet me rejoindra bien là-dessus, et Rose-Marie l'a déjà mentionné, ça fait partie de notre enjeu aussi. Voilà. On va La ligne s'appelle comme ça, Rose-Marie, de toute façon, donc on ne va pas lui retirer son nom. Nous passons donc... ouais, Demain ne meurt jamais, c'est la contre et les autres titres, si on veut rester sur James Bond, on a tout le choix de trouver la réponse que l'on veut, et c'est certainement pas là qu'on va trouver nos réponses et nos solutions en tout cas. Nous passons donc au vote sur le retrait de la commune de Bondues. Vote contre. Qui s'abstient. L'unanimité. Merci beaucoup. Je vous remercie de votre attention et on se retrouvera de toute façon encore une fois cette année sur un conseil
Un comité syndical, merci beaucoup, à bientôt.